J'avais tout juste 19 ans la première fois que nos chemins se sont croisés, à l'université. Alexandre Moreau m'a humilié devant tout un amphithéâtre, avec ce sourire tranchant qui cachait mal sa propre fragilité. Je le détestais de tout mon être. Pourtant, des années plus tard, c'est lui que j'ai épousé. Comment ce garçon aux mots acérés comme des lames a-t-il pu devenir l'homme qui m'a serré la main durant mes nuits les plus noires, qui a appris à me préparer des repas simples quand mes forces m'abandonnaient, qui a versé des larmes en me demandant de lier ma vie à la sienne, précisément dans la salle où tout avait débuté. Cette histoire raconte un amour né dans le mensonge, la souffrance et les non-dits. Elle est authentique. C'était un mardi matin d'octobre 2017, en amphithéâtre B4 de la faculté de lettres de Rennes. Je venais tout juste d'arriver de mon petit bourg breton, et je me sentais déjà comme un intrus parmi ces étudiants qui paraissaient si sûrs d'eux. Le professeur, un homme âgé aux lunettes épaisses, nous avait demandé de réagir à un extrait de Candide. J'avais osé lever la main, un geste audacieux pour un étudiant de première année. J'avais déclaré « Pangloss s'accroche encore à l'idée que tout est pour le mieux. Mais après tout ce qu'il a traversé, cela frise le ridicule. » Un silence gêné s'était installé. Puis Alexandre, installé au milieu du troisième rang, s'était retourné lentement. D'une voix posée, presque nonchalante, « Ridicule, dis-tu? Et toi, est-ce que tout va si bien dans ta vie? Ou bien n'as-tu simplement pas encore eu le courage de regarder en face ?» Quelques rires discrets ont fusé ici et là. Pas une explosion, juste assez pour que je sente mon visage s'empourprer jusqu'aux oreilles. Le professeur a repris son cours sans intervenir. Moi, je suis resté immobile, les doigts crispés sur mon carnet. Dès ce jour, il ne m'a plus laissé tranquille. Chaque cours, chaque séance de travaux dirigés, il trouvait une nouvelle façon d'intervenir. En novembre, lors d'un débat sur Rousseau, j'avais tenté d'expliquer la solitude du promeneur solitaire. Il m'a interrompu net. La solitude, tu dois bien la connaître, toi. Tu passes tes week-ends à errer seul sur le campus, non? De nouveaux rires, quelques regards désolés, mais la plupart des étudiants détournaient les yeux. Je ne répliquais jamais. Je serrais les mâchoires, fixais mes notes et laissais ces paroles se glisser sous ma peau. Un après-midi de décembre, pendant un exercice oral, je présentais l'invitation au voyage de Baudelaire. J'arrivais au vers, là, tout n'est qu'ordre et beauté. Il a levé la main avant même que je termine. Ordre et beauté. Tu as déjà rencontré cela quelque part dans ton existence, ou ce n'est qu'un fantasme de gamin qui ignore encore ce qu'il désire vraiment? Les rires ont été plus francs cette fois. Le professeur a froncé les sourcils sans intervenir. J'ai terminé ma lecture, la gorge nouée, la voix vacillante sur les derniers mots. À la sortie, dans le couloir bondé, il m'a rejoint. « Tu as bien lu, malgré tout. Tu as une jolie voix quand tu parles sans témoin. » Il a esquissé un sourire qui ne touchait pas son regard, puis il s'est éloigné. Je suis resté figé, le cœur battant à tout rompre. Chacune de ses remarques était minutieusement calculée. Jamais une insulte directe, il était trop fin pour ça. Il distillait seulement des sous-entendus, des allusions qui tournaient autour de ce que je refusais d'admettre. Il remarquait mes rougeurs quand les filles évoquaient leurs petits amis. Il observait mes changements de place quand deux garçons se tenaient la main dans la cour. Il percevait mon silence gêné dès qu'on parlait des premières expériences. Et il appuyait là où ça faisait mal. Un jour de janvier, en salle 312, nous commentions Madame Bovary. J'évoquais les rêves d'évasion d'Emma. Sans même lever les yeux de son cahier, il a lancé « Des rêves d'ailleurs ». Toi aussi tu as envie de fuir loin, pas vrai? Loin de ce que tu es vraiment? La professeure a réagi. « Alexandre, un peu de respect, s'il vous plaît. » Il avait haussé les épaules. Ce n'était qu'une question. Mais il m'avait fixé droit dans les yeux, et j'avais compris qu'il savait. Il savait que je n'avais jamais touché personne, que je n'avais jamais osé nommer tout haut ce que je ressentais, que je passais mes soirées à me demander si j'étais normal, si ce trouble finirait par disparaître. Et il prenait plaisir à me le rappeler, devant tous. Chaque fois que je le voyais entrer dans un amphithéâtre, mon ventre se contractait. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche en cours, je me préparais au coup suivant. Et pourtant, je continuais à venir. Parce qu'au milieu de ces humiliations quotidiennes, une petite voix murmurait que, tant qu'il s'intéressait à moi, je n'étais pas totalement invisible. Et cette pensée me blessait plus encore que ces mots. Fin février 2018, un vendredi soir particulièrement froid. La résidence Rimbaud battait son plein avec une fête ouverte à tous les étudiants du campus. Aucun carton d'invitation n'était arrivé dans ma boîte aux lettres, mais les basses sourdes qui faisaient vibrer les murs de ma chambre m'ont attiré comme un aimant. Après une semaine entière cloîtrée à relire mes notes et à éviter les terrasses animées du centre, j'en avais assez de jouer les ermites. J'ai fini par descendre, sans trop savoir ce que j'y cherchais. La salle commune grouillait de monde. Des lumières colorées clignotaient au plafond, des bouteilles d'alcool s'entassaient sur une table instable et des enceintes posées au sol diffusaient du rap français à tue-tête.
Les uns dansaient au milieu de la pièce, les autres hurlaient pour se faire entendre. Je me suis faufilé, discrètement jusqu'au fond, près d'une fenêtre qui laissait entrer un filet d'air glacé. J'ai saisi un gobelet rempli d'un cocktail improvisé, vodka, orange et un reste de soda plat. Et j'en ai avalé plusieurs gorgées pour me donner contenance. Alexandre trônait au cœur du groupe, le plus bruyant. Rire puissant, bière à la main, il était entouré de ses habituels compagnons, sportifs bruyants, et filles qui le couvaient du regard comme s'il était la star incontestée de la nuit. Vêtu d'un simple sweat noir, il captait pourtant tous les regards. De loin, je l'observais sans oser m'approcher. Soudain, il a tourné la tête. Nos yeux se sont rencontrés une fraction de seconde. Son sourire s'est légèrement crispé. Il a glissé quelques mots à son voisin, puis s'est frayé un chemin à travers la foule dans ma direction. Mon pouls s'est accéléré. Je m'attendais déjà à une remarque blessante lancée devant tout le monde. Il s'est arrêté tout près, sans ce rictus moqueur habituel. Il m'a regardé un long moment, comme s'il cherchait ses mots, avant de demander simplement « Qu'est-ce que tu as dans ton verre ?» J'ai haussé les épaules, un mélange qui brûle la gorge. Un rire court, presque gêné, lui a échappé. Il a pris mon gobelet, y a goûté et a grimacé aussitôt. Horrible. Suis-moi, on va trouver quelque chose de correct. Sans réfléchir, je lui ai emboîté le pas. Nous avons quitté la salle surchauffée, descendu l'escalier métallique et rejoint la petite cour arrière, bien plus calme. Seuls quelques fumeurs discutaient, près du mur, et 2 silhouettes étaient assises sur les marches. La musique ne parvenait plus qu'en sourdine. Il s'est appuyé contre un pilier, a sorti ses cigarettes, m'en a tendu une que j'ai refusée. Après une longue bouffée, il a fixé l'obscurité. « Qu'est-ce qui t'a décidé à descendre ce soir ?» J'ai pris un instant avant de répondre. Je ne voulais plus rester enfermé tout seul, je crois. Il a hoché la tête en silence. Puis, d'une voix plus basse, « En cours, je te remarque souvent. Tu parles peu. Tu évites les regards. » L'angoisse familière est remontée. Et alors, il a écrasé sa cigarette sous sa semelle. Rien de spécial, sauf que parfois je me demande vraiment ce qui se passe dans ta tête. Je suis resté muet. Il a poursuivi presque dans un souffle, ça me trouble profondément. J'ai levé les yeux. Quoi donc ? Toi, l'effet que tu produis sur moi. Il a glissé une main dans ses cheveux et baissé le regard vers le sol. Depuis que tu es là, je ne me sens plus dans mon assiette. Ce n'est pas à cause de ce que tu es, ni parce que tu es différent. C'est parce que je me retrouve dans tes silences. Je me dis que si j'étais à ta place, je n'aurais jamais osé venir ici ce soir. Ça fait remonter tout ce que j'ai enfoui pendant des années. Un silence lourd s'est installé. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Mon père m'a toujours martelé que les faibles se reconnaissent tout de suite. Il m'a appris à tout dissimuler, frapper le premier, rire plus fort, ne jamais montrer la moindre faille. Toi, tu ne montres presque rien, et pourtant tu tiens bon. Tu es là, et ça me fait peur. Parce que si je baisse ma garde une seule seconde, je vais devoir affronter tout ce que je cache depuis si longtemps. Il a enfin relevé la tête. Son regard était nu, sans masque ni arrogance, juste un jeune homme désorienté. Je ne sais même pas pourquoi je te confie tout ça. L'alcool peut-être, ou parce que tu es sans doute le seul à pouvoir comprendre. Je n'ai pas bougé. Je l'ai écouté attentivement. Et pour la première fois depuis longtemps, l'envie de fuir m'avait complètement abandonné. Il a soupiré, sorti une autre cigarette qu'il n'a pas allumée. Je vais remonter. Demain en cours, tout reprendra comme avant. Je ferai semblant que cette conversation n'a jamais eu lieu. Mais ce soir, j'avais besoin de te le dire. Il a reculé d'un pas. Bonne nuit. Il est remonté vers la lumière et le bruit. Moi, je suis resté dans la cour sombre, le froid me picotant le visage. J'ai vidé mon gobelet d'un coup, puis je suis rentré dans ma chambre. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Mais ce n'était plus la peur qui me gardait éveillé. Le lundi 26 février 2018, pendant le TD de littérature comparée, le professeur a annoncé les binômes pour l'exposé sur Proust et Joyce. Mon nom s'est retrouvé associé à celui d'Alexandre. Nos regards se sont croisés au fond de la salle. Il s'est contenté d'un léger signe de tête. À la sortie, il m'a intercepté dans le couloir. Bibliothèque universitaire à 16h, rayon littérature. Tu viens ? J'ai accepté, prêt à tout pour expédier cette corvée. Nous nous sommes installés à une table isolée, au 2e étage. La vue donnait sur le parking, et le silence studieux régnait. Il a ouvert son ordinateur pendant que je sortais mes notes sur Swann et Ulysse. Nous avons réparti le travail. Mémoire involontaire pour lui, flux de conscience pour moi. J'ai ajouté que les 2 auteurs creusaient l'intimité cachée de l'âme. Il a approuvé en tapant rapidement « Toi la Madeleine, moi les Épiphanies. On reprend demain ». Aucune moquerie. Nous avons travaillé 2 heures d'affilée. À un moment, sa main a effleuré la mienne sur un livre et s'y est attardée une seconde. J'ai sursauté, mais nous avons continué comme si de rien n'était. Dès le mercredi, les messages ont commencé. Tu aurais un article sur Bergson et le temps chez Proust. Je lui ai envoyé un lien. Vendredi, tu as vu le dernier Tarantino ? DiCaprio dans ce vieux Hollywood, c'était presque du Joyce en ébullition.
j'ai répondu sur le retournement final. Nos échanges se sont multipliés, films, romans, non-dits des personnages. En amphithéâtre, plus aucune pique. Le 5 mars, quand j'ai parlé de Murnau au cours de cinéma expressionniste, il a rebondi. Exactement comme tu l'expliquais, le cadre révèle ce qui ne se dit pas. Tout le groupe l'a remarqué, moi le premier. Peu à peu, des gestes discrets ont émergé. Le 7 mars, à la BU, il m'a tendu un exemplaire relié de Proust. Ses doigts se sont posés sur les miens, son pouce caressant légèrement ma peau. Page 47, elle est faite pour nous. Une chaleur intense m'a envahi. J'ai saisi le livre, la main fébrile. Le 12 mars, après le TD, nous avons pris le tram ensemble. Dans la porte étroite, son bras s'est pressé contre le mien et sa main a glissé jusqu'à mon poignet. On va à la médiathèque demain pour Kubrick. Les plans de 2001 iront parfaitement avec notre exposé. J'y suis allé. Devant les affiches immenses et le regard froid de HAL 9000, sa paume a frôlé la mienne sur une photo de tournage. Observe les ombres. Elles ressemblent à nos silences en cours. L'air était électrique. Nous sommes ressortis sans parvenir à détacher nos regards. J'ai tenté de résister. C'était lui, celui qui m'avait humilié pendant des mois. C'était dangereux. Pourtant, ses messages du soir sur Full Metal Jacket, ses compliments sur mes analyses, m'attiraient irrésistiblement. Je consultais mon téléphone 10 fois par jour. Le 19 mars, au café Le Soleil d'Or, sur la place du Ralliement, nous étions 4 pour le groupe. Assis à ma gauche, il a pressé sa cuisse contre la mienne sous la table pendant de longues minutes. J'ai rougi, les yeux rivés sur mon café. Il a murmuré « Tu as été excellent hier sur la Madeleine ». Son auriculaire a caressé mon genou quand il a repris sa tasse. Le 24 mars, au cinéma MPT La Boyer, on projetait Hiroshima, mon amour de Resnais. J'avais pris mon billet seul, mais il était déjà au guichet. J'ai réservé aussi. Place côte à côte, dans l'obscurité, 20 minutes après le début, sa main a trouvé l'accoudoir. Nos doigts se sont entrelacés, chauds et fermes. Il a serré plus fort pendant une scène silencieuse. J'ai répondu à sa pression, le cœur battant la chamade. À la sortie, vers 22h, nous avons marché jusqu'à sa résidence rue Lanoux. Monte, j'ai des bières artisanales. On discute du film ? J'ai accepté, les jambes tremblantes. Chambre 327, bâtiment B. Bureau en désordre, lit étroit, frigo qui ronronnait. Nous nous sommes assis par terre, dos au lit. Bières à la main. Nous avons parlé de mémoires qui s'emboîtent, d'amants qui se cherchent sans se trouver. On dirait que Resnais nous observe, a-t-il soufflé. Tous ces mots qui masquent la vérité. Le silence est devenu lourd, il a posé sa canette. Depuis cette soirée dans la cour, je n'arrête pas d'y penser. Il a pris ma main, son pouce caressant ma paume, nos regards se sont verrouillés. Il s'est penché lentement et m'a embrassé. Un baiser maladroit, hésitant, presque brutal au début. Il s'est reculé une seconde, puis est revenu. Plus doux, plus profond, explorant timidement. Le monde s'est arrêté. C'était mon premier vrai baiser. Il s'est écarté, essoufflé. Désolé, Mais ses yeux trahissaient le même choc que moi. Non, reste. Il est revenu, plus intense, une main sur ma nuque. Nous nous sommes séparés, haletants. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Ai-je murmuré. Aucune idée, mais c'était trop puissant pour l'ignorer. Sa main sur mon épaule, la mienne sur sa cuisse. La tension était palpable, nos corps vibrants. Nous savions tous les deux que tout venait de basculer. Minuit passé, je suis rentré. La nuit était glaciale, mais à l'intérieur, un incendie brûlait. Mes dernières résistances avaient fondu. C'était donc ça, tomber amoureux. Le matin qui a suivi notre premier baiser, le 25 mars 2018, Alexandre m'a envoyé un message à 7h. Il faut qu'on parle, seul à seul, ce soir à 20h, chez moi. J'ai passé la journée à tourner en rond dans ma chambre, torturé par l'idée qu'il regrette tout et veuille tout arrêter. J'ai frappé à sa porte exactement à l'heure. Il m'a ouvert, visiblement tendu, et m'a fait entrer sans un mot. Nous nous sommes assis sur le lit en laissant un espace entre nous. Il a fixé le sol longtemps avant de se décider à parler. Personne ne doit savoir. Pas maintenant. Pas avant que je sois vraiment prêt. Un poids énorme m'est tombé sur la poitrine. Pendant combien de temps ? Quelques mois, peut-être plus. Mon père appelle souvent et débarque parfois sans prévenir. S'il l'apprend, ce sera une catastrophe. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. D'accord, on garde tout secret. Il a enfin relevé les yeux, à la fois soulagé et rongé par la culpabilité. Merci, ça me ronge déjà, mais je ne veux rien détruire. Les semaines suivantes ont formé un étrange équilibre. Nous nous retrouvions en cachette, tard le soir après la fermeture de la bibliothèque, ou dans sa chambre quand ses colocataires étaient absents. Il me serrait alors contre lui en murmurant des excuses. Mais dès que nous étions en public, il reprenait ses distances. En amphithéâtre, il s'installait 2 rangs plus loin. Au restaurant universitaire, il déjeunait avec ses amis et me saluait à peine d'un signe de tête. Chaque fois, cela me blessait profondément. Pourtant, je restais silencieux. Parfois, il disparaissait complètement.
3 ou 4 jours sans nouvelles, sans réponse aux messages, sans même un regard en cours. Le 10 avril, après 3 jours d'absence totale, j'ai cru qu'il avait renoncé. Le 4e soir, vers minuit, il a frappé à ma porte, le visage pâle et les yeux rougis. J'ai eu mon père au téléphone. Il m'a demandé si j'avais une copine. J'ai inventé un prénom. Il s'est assis par terre, dos contre le mur. J'ai fermé la porte et me suis accroupi près de lui. « Pourquoi tu disparais comme ça ?» Il a passé les mains sur son visage. « Parce que quand je suis avec toi, tout remonte à la surface. Et ça me terrifie. » Un lourd silence s'est installé. Puis il a repris d'une voix basse. À 16 ans, j'avais un ami proche, Lucas. On était inséparables. Foot, soirée, nuit chez l'un ou l'autre. Un soir, mon père nous a surpris dans ma chambre. On était simplement assis côte à côte, en train de discuter. Mais nos épaules se touchaient. Il est devenu fou. Il m'a attrapé par le col, giflé, puis frappé avec sa ceinture devant Lucas. Il hurlait que j'étais une honte, que je finirais comme une tapette. Lucas s'est enfui en courant. Mon père m'a menacé de me jeter dehors si ça recommençait. Il a marqué une pause, la respiration saccadée. Après ça, j'ai tout verrouillé. J'ai coupé les ponts avec Lucas, je me suis jeté dans le sport à fond, je suis devenu le fils idéal, dur, fort, qui plaît aux filles. J'ai multiplié les copines que je quittais rapidement. Et je m'en prenais à ceux qui réveillaient ce que j'avais enfoui, comme toi. Il a relevé la tête. Mais toi, tu fais sauter tous les verrous. Chaque fois qu'on est ensemble, je sens que je vais devoir affronter mon passé. Et j'ai peur. J'ai pris sa main. Prends tout le temps qu'il te faut. Il a serré mes doigts. Je sais que ça te fait souffrir. Je le vois. Oui, mais je préfère encore souffrir avec toi que sans toi. Le lendemain, il a de nouveau disparu 2 jours. Puis il est revenu, comme si rien ne s'était passé. Nous avons continué ainsi. Rendez-vous discret, message codé, BU 21h, étreinte volée dans les couloirs déserts. Chaque absence me rongeait, mais chaque retour me donnait l'impression que nous avancions. Un soir de mai, après 5 jours sans nouvelles, il est arrivé avec un bouquet de tulipes cueillies dans un parc. Il l'a posé sur mon bureau. Je suis désolé. Je vais essayer de mieux gérer tout ça. J'ai pris les fleurs et les ai posées sur la table. Nous nous sommes embrassés longuement. Pourtant, au fond de nous, la peur restait présente. Nous marchions sur un fil, et je savais qu'un jour, il faudrait choisir, continuer à nous cacher ou tout affronter. Pour l'instant, nous tenions, tout juste. En septembre 2020, nous avons commencé ensemble le master de lettres modernes à Rennes. Alexandre avait beaucoup changé. Il s'asseyait désormais à mes côtés en amphithéâtre sans regarder autour de lui. Quand un ami lui demandait avec qui il sortait, il répondait calmement « avec lui ». Au début, cela restait discret, seulement entre quelques amis proches. Ils acceptaient, sans poser de questions, ni faire de remarques. Le 15 octobre, lors d'une petite soirée dans un appartement près de la Vilaine, il s'est levé, a pris ma main devant tout le monde et a déclaré « Je vous présente mon copain ». Un bref silence, puis un « cool », tranquille et des sourires. La conversation a repris comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'ai senti mes épaules se détendre pour la première fois depuis des années. Dès le début du mois de janvier 2024, mon corps a commencé à montrer des signes inquiétants. Une lassitude permanente, des douleurs articulaires intenses et des nausées qui me tenaient au lit pendant des journées entières. J'ai d'abord mis cela sur le compte d'un virus saisonnier. Pourtant, après une série d'examens prescrits par mon médecin traitant, le diagnostic est tombé en février. Une pathologie auto-immune chronique et inflammatoire. Non mortelle, mais elle allait progressivement drainer toute mon énergie sur de longs mois, voire des années. Des traitements contraignants, des consultations régulières et divers effets secondaires m'attendaient. Je lui ai révélé la nouvelle un soir de mars, alors que je faisais infuser du thé dans la cuisine. Alexandre a posé sa tasse, m'a fixé intensément et a prononcé simplement « Je reste ». Aucune déclaration théâtrale, juste ces 3 mots. Malgré tout, le doute m'a envahi. J'ai perçu dans son regard une peur profonde. Non pas de la maladie elle-même, mais de l'éventualité de me perdre. J'ai cru un moment qu'il finirait par flancher et s'éloigner peu à peu. Il n'a pourtant pas reculé. Dès la première perfusion, il a pris des congés pour m'accompagner à l'hôpital. Il consignait chaque détail. Posologie, horaire, réaction. Il a vite maîtrisé la lecture des résultats sanguins et repérait immédiatement quand mes forces déclinaient. Au spécialiste, il posait des questions précises que je n'avais pas imaginées. Pourrait-on modifier les doses afin de diminuer les nausées ? Ou existe-t-il des approches spécifiques pour atténuer cette fatigue chronique ? Le rhumatologue a souri, vous bénéficiez d'un excellent soutien. À la maison, il a complètement transformé notre quotidien. Il a écarté les repas lourds et s'est mis à cuisiner des plats doux et faciles à digérer. Bouillon frais, riz nature, légumes vapeur, filet de poisson blanc. Il se levait à 6 heures pour me préparer des repas à emporter les jours chargés. Les matins difficiles, il me réveillait avec tendresse et me tendait mes médicaments avec un verre d'eau. Les crises ont été brutales. En mai,
Une forte poussée m'a immobilisé une semaine entière, avec des vertiges qui m'empêchèrent de tenir debout. Il a dormi sur un matelas gonflable au pied du lit. Il changeait les draps trempés de sueur et me portait jusqu'à la salle de bain quand mes jambes me trahissaient. Un soir, dans un moment de faiblesse, je lui ai murmuré « Tu peux t'en aller, tu sais, tu n'as jamais demandé ça ». Il s'est installé au bord du lit et a pris ma main. « Ce n'est pas ta maladie qui m'effraie, c'est l'idée de continuer sans toi ». Les larmes nous ont submergés tous les deux. Nous n'avons plus jamais évoqué le sujet. Pour nos 5 ans de relation, le 24 mars 2025, il m'a proposé « On sort, mais pas trop loin ». J'étais encore fragile, mais un peu plus solide. Il m'a emmené en voiture jusqu'à Rennes. Nous avons déambulé lentement sur le campus, longeant résidences et bâtiments. Il m'a guidé jusqu'au grand amphithéâtre, où notre histoire avait débuté en 2017. Les lieux étaient déserts, le crépuscule s'installait. Au centre de l'allée principale, il s'est arrêté, s'est tourné vers moi et a sorti une petite boîte. 2 anneaux en argent y reposaient. « Veux-tu devenir mon mari ?» Ma gorge s'est nouée, aucun son n'est sorti. Les larmes sont montées. J'ai hoché vigoureusement la tête. Il a glissé l'anneau à mon doigt, puis le sien au sien. Nous nous sommes embrassés au milieu des gradins vides. J'ai seulement soufflé « oui ». Notre mariage a eu lieu le 12 octobre 2025. Une célébration intime réunissait nos amis de Rennes et Nantes, mes parents et sa sœur. Son père avait refusé de venir après l'annonce. Nous avions réservé une petite salle près de la Vilaine, avec une décoration épurée et un repas sans prétention. Lorsque nous avons échangé les alliances devant le maire, nos voix tremblaient, tous les deux. À la sortie, il m'a enlacé et murmuré « Nous y sommes enfin ». La journée s'est prolongée tard dans la soirée, entre discours émouvants, éclats de rire et accolades chaleureuses. Nous sommes rentrés à Nantes vers minuit. Installé sur le canapé du salon, épuisé mais comblé, il a pris ma main et contemplé nos alliances. « Merci d'avoir tenu bon tout ce temps ». J'ai répondu « Merci d'être resté à mes côtés ». Dès décembre 2024, nous avons décidé de fonder une famille. Nous en discutions depuis longtemps, mais ma maladie nous avait conduit à reporter le projet. Nous avons constitué le dossier d'adoption en janvier 2025, passé les entretiens et reçu l'agrément en mars. Chaque avancée faisait monter l'angoisse. Alexandre s'inquiétait. Et si nous n'étions pas à la hauteur, je lui répétais « On tente notre chance, c'est tout ». En juin 2025, l'association nous a présenté Jonah, un petit garçon de 6 ans au regard timide, avec un sac à dos rouge trop grand. Orphelin depuis 2 ans après un accident, il vivait en foyer. Nous l'avons accueilli pour un week-end d'essai le 15 juin. Il est arrivé muet, serrant fort son doudou lapin. Les débuts ont été compliqués. Il refusait de s'asseoir à table, préférait le sol, répondait à peine. La nuit, ses cauchemars le réveillaient. Nous nous relayions pour l'apaiser. Nous nous heurtions parfois. « Il ne s'ouvrira jamais », disait Alexandre. « Laissons-lui du temps », répondais-je. La tension existait, mais nous tenions. Peu à peu, il s'est apprivoisé. En juillet, Alexandre l'a emmené à la piscine. Jonah a d'abord refusé d'entrer dans l'eau. Alexandre s'est assis au bord et a trempé ses pieds. « Viens, ce n'est pas froid ». Jonah a fini par oser. D'abord un pied, puis tout le corps. Il a nagé, soutenu par Alexandre, qui lui a enseigné les bases du crawl. Son premier vrai rire a retenti. En repartant, il a gardé la main d'Alexandre jusqu'à la voiture. Le soir, je lui lisais des contes. Il restait d'abord loin, puis s'est rapproché jusqu'à poser sa tête sur mon épaule. Nous avons découvert Le Petit Prince et des aventures de dragons. Il posait des questions touchantes. Pourquoi le renard demande-t-il à être apprivoisé ? Un soir d'octobre, il a chuchoté « J'aime quand c'est toi qui lis ». L'adoption a été prononcée le 5 novembre 2025. Jonah a intégré définitivement notre foyer. La maison est devenue joyeusement chaotique. Pile de linge, devoirs de dernière minute, bataille pour ranger les jouets. Alexandre rentrait tard de la piscine, je travaillais souvent jusqu'à 23h. Nous nous sommes organisés. Petit déjeuner par lui, bain par moi, Jonah s'exprimait de plus en plus, partageait ses journées d'école et s'intéressait à notre vie. Le 22 décembre 2025, nous étions tous les 3 à la piscine. Alexandre enseignait le dos crawlé à Jonah. Depuis les tribunes, je les observais. Jonah a parcouru 25 mètres sans interruption. En sortant de l'eau, trempé, il a couru vers nous, nous a serrés dans ses bras et a déclaré avec fierté « Vous êtes mes papas et mes séros ». Alexandre s'est immobilisé, mes larmes ont coulé. Nous nous sommes regardés en souriant. Toutes ces années de secrets, de combats et d'incertitudes nous avaient menés jusqu'à ce moment. Notre famille n'était pas parfaite. Du bruit, du désordre, des cris. Mais elle était authentique, et à cet instant je savais que chaque épreuve avait valu la peine.